Alors dans le jeu de ficelle là qu'on voit encore, Violaine, elle arrive il y a 2 mois, un jour d'épuisement où Guillaume me dit: «On va écouter Violaine Sauter à Marseille». Voilà. Donc la voici aujourd'hui avec nous. Donc Violaine Sauter, elle est directrice de recherche au CNRS, géologue terrestre et extraterrestre basée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Elle est responsable d'une collection de roches. Géologue terrestre et extraterrestre, elle travaille sur des roches issues de l'intérieur de la Terre, des météorites sur la surface de Mars à travers les yeux du robot Curiosity. Elle a été commissaire scientifique de plusieurs expositions. Elle a fait de nombreuses conférences et de performances mêlant science, art à la Villa Médicis, à la Fondation Cartier et à Beaubourg. Elle a publié aussi dans des revues grand public et a participé à de nombreuses émissions de radio. Et on l'a perdue au moment où elle arrive. Mais c'est comme ça. Ouais. Violaine, vous nous entendez? Ben, là, je viens d'être coupée pendant Ouais. 5 minutes. Donc là, Mais, si vous bah, m'entendez, tout va bien. j'ai juste lu votre biographie et je vais vous passer, on vous passe maintenant la parole. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Et vous avez Ok, entendu ok. correctement la première intervention, ça va? C'est pas trop inconfortable? Pardon, oui, je vous ai très bien entendu. Par contre, je ne voyais pas le visuel que vous montriez. Ah Mais bon, mince! Je vous l'enverrai alors. mais c'est pas grave, en fait. Ouais, je vous l'enverrai. J'ai quand même pu saisir pas mal de choses. Donc, bah, vous me dites là, Ben, c'est à vous, si vous voilà. Et donc je coupe la petite vignette parce que vous vouliez pas la vignette et on voulez, voit parce que votre c'est écran. inutile, quoi. Voilà, et on voit votre écran. C'est à vous. D'accord. Bah, écoutez, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je suis vraiment désolée de pouvoir être parmi vous et n'être un peu qu'une voix là qui va sortir du noir. Bon, mais bon, j'espère en tout cas de tout mon cœur que vous allez pouvoir habiter avec moi cette présentation. C'est un peu le but, même si je suis loin de vous. Alors en quelques mots, ben, qui suis-je? Alors je suis géologue terrestre et extraterrestre. Alors, oui, je suis géologue, je ne suis pas géographe, c'est-à-dire que je regarde sous les paysages, sous l'épiderme caché de la Terre. Et en particulier, plus précisément, je suis pétrologue. En fait, mon boulot, c'est de faire parler les pierres, c'est de sonder l'invisible, c'est de voir dans le noir, et c'est un peu aussi avoir besoin du noir pour voir, ce que je vous montrerai par la suite. Alors aujourd'hui, je voudrais, alors si la diapo passe, mais ça ne passe pas. Oh là 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 là. Est-ce que vous voyez la diapo suivante? Donc aujourd'hui, je voudrais vous entraîner avec moi dans un étrange voyage, en fait, du cœur de la Terre à la surface de Mars, en décryptant pour vous, si vous voulez, le langage des pierres, ces singulières écritures minérales que vous voyez sur cette image. Alors, si la scientifique que je suis essaye depuis toujours de transformer des énigmes en solutions, en fait, l'artiste que j'aurais aimé être aurait fait tout l'inverse, c'est-à-dire transformer des solutions en énigmes. Alors, dans un cas comme dans l'autre, mon cerveau de chercheur, il s'est heurté à des résistances, il se heurte encore en permanence à des résistances énormes. Et en fait, depuis toujours, j'ai donné corps à ces résistances en devenant pétrographe, c'est-à-dire en travaillant avec les pierres. Donc en fait, voilà, je suis pétrologue sur Terre comme sur Mars. Et en fait, la question qui me taraude mais depuis toujours, c'est celle de l'origine. Alors, des origines, hein. Et alors, mon échelle de temps, c'est le milliard d'années. Alors, en fait, je pense à reculons et au-delà de mon petit théâtre personnel, au-delà de la psychanalyse, puis même au-delà même de la naissance de l'homme, de la préhistoire, en fait, moi, ce que je veux comprendre, c'est la naissance des planètes, mais surtout leur plus tendre enfance. Et en fait, c'est cette espèce d'archéologie planétaire que je pratique en fait depuis de nombreuses années
Et en fait, sur Terre, cette archéologie, en fait, suppose de regarder profond. Comprendre l'origine de la Terre, c'est voyager à l'intérieur de la Terre, alors qu'en fait, sur Mars, il suffit de regarder la surface. Alors pourquoi de telles différences? Alors en fait, toutes les planètes, hein, elles sont nées du système solaire, elles sont nées ensemble il y a plus de 4,5 milliards d'années. Mais Mars est la seule planète qui partage un point commun avec la Terre, c'est d'être située dans ce qu'on appelle la zone habitable. Alors la zone habitable, c'est à minima, et c'est comme ça que ça se définit, être à une distance telle du Soleil que l'eau liquide existe à la surface des planaires. Alors vous voyez bien que la Terre est toute bleue, pas bleue comme une orange, mais bleue comme elle-même, et ce bleu, c'est lié à l'eau. Et donc, effectivement, elle est à une distance telle que l'eau liquide existe à la surface de la Terre. Il devrait en être de la même chose pour Mars, et vous voyez que c'est un petit caillou tout rouillé. Il n'y a pas d'eau, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau maintenant qu'il n'y en a pas eu. En fait, au tout début de l'histoire de la planète Mars, il y a eu de l'eau à la surface et il y a eu une catastrophe climatique. Mars a perdu son eau et est devenu ce petit caillou rouillé que vous voyez sur cette diapositive. Mais en fait, revenons un peu à ce que je vous disais. Pourquoi comprendre l'origine de la Terre, ça suppose de voyager à l'intérieur, alors que sur Mars, il suffit de rester à la surface? C'est que ces deux planètes ont une différence énorme, c'est que la Terre est une planète vivante, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Mars. Donc la Terre est animée par des mouvements telluriques absolument gigantesques. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques va entraîner une valse des continents surface de la planète. Et du coup, le visage de la Terre s'efface progressivement et donc elle perd la mémoire de ses origines. Donc comprendre son enfance, c'est pénétrer en profondeur à l'intérieur de la Terre, ce qui, vous allez voir, n'est pas une mince affaire. Par contre, sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc en fait, la planète rouge, elle a conservé en sa surface tous les stigmates du temps qui est passé sur elle, de sa longue histoire depuis, comme la Terre qui a commencé il y a 4 milliards d'années, elle conserve toutes ses archives depuis 4 milliards d'années jusqu'à nos jours, et ceci dans sa surface que l'on va essayer de décrypter. Alors, revenons-en à la Terre. Donc, finalement, est-ce qu'on peut pénétrer le cœur caché de la Terre? Parce que c'est bien ça notre défi pour essayer d'aller plus avant de cette archéologie planétaire. Alors, vous connaissez bien Jules Verne, hein, il y a plus de 150 ans. Il était tout aussi voyageur que scientifique, hein. Il a imaginé plein de voyages. Alors, il a imaginé le voyage de la Terre à la Lune, entre autres. Il a imaginé le voyage dans le fond des océans, 20 milieux sous les mers, et il a imaginé le voyage au centre de la Terre. Alors, qu'en est-il finalement à l'heure actuelle? Donc, depuis, l'homme, bien entendu, vous le savez, il est allé sur la Lune, et même au XXIe siècle, si vous suivez l'actualité spatiale, on est capable d'envoyer des petits robots au-delà de Neptune, au-delà du confin du système solaire, donc dans des zones transneptuniennes. Pour ce qui est du voyage au fond des océans, alors vous savez qu'on a des petits robots, des petits bathyscaphes qui sillonnent à l'heure actuelle le fond des océans. Mais le voyage au centre de la Terre, il est impossible pour une raison mais tout à fait prosaïque, c'est qu'on n'est pas des passe-murailles. On ne sait pas traverser la matière condensée. Alors en effet, se promener dans l'espace, les spationautes, ils vont dans la station Mir, ils vont sur la Lune. Un jour peut-être, si ça les amuse, moi j'irai pas, ils iront sur Mars, car l'air n'offre aucune résistance au déplacement. Sous la mer, ça devient quand même un peu plus difficile. Il faut se confronter à la résistance de l'eau. Plus on s'enfonce, plus la colonne d'eau qui est au-dessus de votre tête va appuyer sur vos poumons. Donc, il y a quand même de la résistance d'une colonne d'eau par rapport à une colonne d'air. Maintenant, si on transpose ça à la Terre, c'est encore pire, parce que là, ce n'est pas une colonne d'air, une colonne d'eau qui va s'écraser sur vos poumons, c'est une colonne de roche. Et donc, en fait, on ne peut pas pénétrer la matière condensée. Et c'est quand même assez paradoxal, parce que la distance de la surface de la Terre à son centre, c'est 6400 km.
C'est rien du tout. C'est 60 fois plus proche que la surface lunaire. Et je ne parle pas, même pas de Mars. Donc, c'est Paris-San Francisco. C'est hyper facile. Et ben, on n'y arrive pas. Alors, cette incapacité de voyager vers le centre de la Terre, en fait, depuis toujours, hein, ça nous a confrontés à un vide de représentation. Et l'imaginaire, ben, il rentre en butée sur cette absence. Et alors, quand on n'arrive pas à concevoir quelque chose, bah, finalement, qu'est-ce qu'on développe? Bah, finalement, des espèces d'imaginaire, des profondeurs complètement terrifiants, pour ne pas dire bah, méphistophéliques. Et finalement, depuis de tout temps, depuis la mythologie grecque et tout, bon, on voit la Terre comme une boule creuse, hein, traversée par des vents violents. Elle aurait habité Hadès, le dieu des morts. Bah, vous vous souvenez de Charon qui aide à passer de vie à trépas en traversant le Styx, le fleuve Styx, le fleuve des enfers. Bon, il y a aussi l'idée d'un feu central, hein, donc la Terre serait vraiment infernale. Et ce qui est assez amusant, c'est la façon dont Botticelli a illustré l'enfer de Dante. Là, vous voyez cette très belle reproduction à droite, hein, et on pénètre vraiment vers un cœur complètement effrayant et qui serait un cœur qui serait une espèce de feu central. Mais alors, en fait, on peut peut-être se poser la question hein, de et si l'intérieur de la Terre était tout autre, si ce n'était pas cette espèce de chaudron incandescent, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est que le voyage à l'intérieur de la Terre est en fait un voyage dans un monde assez merveilleux, un monde intraterrestre, certes un monde sans soleil, mais qui, vous allez voir, est un écran vert et rouge et qui est en fait moucheté de petites étoiles très particulières ben, qu'on appelle les diamants. Alors, comment, dans un premier temps, est-ce qu'on a su que la Terre n'était ni creuse, ni en fusion, qu'il n'y avait pas de feu central? Alors, comme on ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la Terre, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme pour une femme enceinte, hein, quand on veut voir son bébé à l'intérieur de son ventre, on va pas ouvrir le ventre, hein. Ce qu'on va faire, ben, on ne va pas le percer, on va pas, voilà, on va faire ce qu'on appelle, on va envoyer des ondes sonores sur le ventre de la femme enceinte. Ces ondes vont pénétrer, vont se rebondir sur la morphologie du bébé et dessiner ainsi l'image de ses contours. Ben, c'est ce qu'on appelle, hein, vous savez, l'échographie. Donc, on fait exactement la même chose en sciences de la Terre. En fait, on envoie des ondes sismiques qui vont se refléter, rebondir sur les différentes couches profondes de la Terre, modifier leur parcours en fonction, par exemple, de la nature des matériaux traversés, de leur densité. Et ce faisant, on a pu faire une échographie de la Terre. Et ça, c'était dans les années 1960-70, c'est pas si vieux que ça. Et la Terre, ainsi, on a pu apprendre qu'elle était structurée ben, comme un œuf. C'est tout simple. Il y a trois enveloppes principales. Alors, la coquille de l'œuf, hein, qui est toute fine, ben, en fait, c'est la croûte. C'est la croûte sur laquelle nous vivons, la croûte continentale et la croûte océanique. Le blanc d'œuf, par contre, lui, il est très important. C'est 80% du volume de la Terre et c'est ce qu'on appelle le manteau de la Terre. Et contrairement à ce qu'on pense, ben, alors que c'est là où naissent les volcans, mais ce manteau est solide. Et en fait, si des volcans naissent du manteau pour arriver à la surface de la Terre, c'est qu'il se produit des petits accidents thermiques, des déchirures de l'écorce en surface qui vont amener les matériaux à remonter et en remontant, ils se décompriment et ils fondent. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que le manteau, à la base, donc 80% du volume de la Terre, ce merveilleux vitrail vert et rouge dont je vais vous parler, en fait, il est parfaitement solide. Et enfin, on arrive au jaune d'œuf. Alors, le jaune d'œuf, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qu'on appelle le noyau de la Terre. Alors, le noyau de la Terre, il est très différent du reste. C'est du fer-métal. Et en fait, l'extérieur du noyau est liquide et l'intérieur, qui est à peu près le volume de la Lune, hein, est une graine de fer solide. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, on n'en a pas grand-chose à faire, ça ne nous concerne pas. Mais en fait, c'est complètement fou parce que s'il n'y avait pas de noyau liquide métallique,
ben, on ne serait pas vivant sur Terre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans ce noyau métallique liquide va naître ce qu'on appelle le champ magnétique. Et ce champ magnétique terrestre va créer une espèce de bouée autour de la Terre. Et cette bouée magnétique va nous protéger des rayonnements du Soleil qui sont létals pour la plupart. Donc, les rayonnements du soleil se rebondissent sur cette espèce de bouée magnétique qui entoure la Terre. Donc déjà, première chose, ça permet qu'on puisse vivre sur Terre. Mais il y a autre chose, c'est que ça nous permet tout simplement de distinguer le nord du sud. Alors vous allez me dire, vous êtes une génération où on fonctionne au GPS, plus à la boussole. Peut-être que vous fonctionnez au GPS, mais les oiseaux migrateurs, eux, ils fonctionnent avec leur boussole interne. Ils ont besoin de savoir où est le nord, où est le sud, pour pas se taper la tête contre les vitres et pour pas être totalement perdu. Donc le champ magnétique, c'est capital, ça assure la vie sur Terre, ça permet de s'orienter. Tout ça est quand même complètement capital et on verra que si sur d'autres planètes, il n'y a pas de champ magnétique, comme sur Mars par exemple, ben, il ne fait pas bon y vivre. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu l'anatomie cachée de la Terre. Donc, on peut se demander quelle est la nature de ces chairs minérales. Alors, je voudrais vous rappeler une chose, hein, c'est que les forages les plus profonds, hein, c'est 2 km, c'est une égratignure sur le visage de la Terre. Donc là, vous voyez une image toute noire qui me permet de vous exprimer comment je vais procéder pour voir, découvrir les chairs minérales euh, chair cachée donc de la planète. Donc en fait, comment est-ce qu'on procède? Alors il se trouve que la Terre, donc je vous ai expliqué, elle est animée par des grands mouvements telluriques et donc il y a des grands plissements qui se forment, il y a des grands chevauchements, il y a des mouvements tels que des roches des profondeurs, à la faveur de grandes fractures, vont être amenées en surface. Donc mon travail de géologue, c'est aller chercher sur le terrain ces roches de profondeur. Et comme je suis pétrologue, je veux pénétrer dans ces roches, glisser le long de leur miroir de faille. Et ce que je vais faire, je vais miniaturiser ma pensée pour pénétrer la matière minérale. Donc, je vais prendre une roche, je vais la tailler de l'épaisseur de la taille d'un morceau de sucre, l'amincir de telle sorte qu'elle devienne transparente à la lumière et que la lumière donc, puisse passer au travers. Et moi, je vais chausser des lunettes binoculaires grossissantes. Et Violaine, j'ai une c'est toute à petite ce question. moment-là, Ah voilà, c'est c'est bon. fait. C'est à ce moment-là que j'apprends à voir, c'est-à-dire vous étiez dans le noir, maintenant vous êtes avec moi euh, sur le microscope et qu'est-ce que vous voyez? Et bien là, vous allez voir surgir du noir, déjà ce premier paysage minéral qui pour vous est, je pense, assez étrange. En fait, c'est un granit. Donc là, vous pénétrez à l'échelle microscopique dans un granit qui constitue l'essentiel de la croûte terrestre. Alors maintenant, si vous allez dans la croûte océanique, alors la croûte océanique, les fonds des océans sont tapissés d'un cimetière marin. Ce cimetière marin, en fait, il va former ce qu'on appelle les calcaires. Et là, vous avez une image microscopique de ces calcaires coquillés. Vous voyez toutes ces traces de coquilles avec ces irisations carbonatées à l'intérieur. Maintenant, imaginez que ce calcaire soit entraîné dans les profondeurs de la Terre. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un marbre. Donc le marbre que vous connaissez bien, qui est une roche blanche, très saccharoïde. Donc, c'est en fait du calcaire qui a été entraîné à plus de 50 km de profondeur. Donc, voilà un paysage de marbre assez étrange, mais qui pour nous est familier. Alors, au fond des océans, vous avez aussi ce qu'on appelle des basaltes, ce sont des laves, et là, vous avez l'image microscopique d'une de ces laves avec une pâte noire dans laquelle vous voyez des petites baguettes minérales et des espèces de petites géodes de calcite avec ce personnage un peu lunaire qui vous fait un clin d'œil. Tout ça, j'ai rien dessiné, c'est la nature qui est comme ça. Et là, vous voyez un autre basalte, donc comme pareil, cette espèce de matrice vitreuse noire avec des cristaux de toutes les couleurs
qui nagent dans le verre. Et puis, si vous enfoncez un peu plus, vous avez plus de pâte vitreuse, vous avez ces enchevêtrements de minéraux. Ici, vous avez un gabbro, donc ce sont des noms un peu d'oiseaux, je vous les passe. Mais si vous enfoncez toutes ces roches-là à l'intérieur de la Terre, elles vont se plisser, s'enfondre et donner des textiles absolument fabuleux. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des gneiss, donc des roches métamorphosées, métamorphiques, qui en profondeur s'adaptent à la pression et donc vont prendre toutes ces formes assez spectaculaires. Donc ici se termine, avec quelques images, ce voyage à l'intérieur de la croûte. Et maintenant, on peut se demander, la croûte, c'était 50 km de profondeur, c'est pas grand-chose. Quel est le tissu minéral de la terre profonde? Donc dans ce manteau terrestre, dans ce blanc d'œuf, 80% du volume de la Terre, auquel on n'a pas accès. Alors en fait, on va avoir un moyen de faire ce voyage au centre de la Terre par l'intermédiaire de minéraux que vous connaissez tous, hein, qui sont les diamants. Alors, les diamants, hein, ils sont beaucoup plus connus du monde des bijoutiers pour leur brillance, leur éclat et tout. Et nous, ce qui nous intéresse dans les diamants, que vous voyez là sur ces deux images, vous avez un octaèdre brut, tout ça c'est des diamants bruts hein, sur leur gangue volcanique. Donc à gauche, vous avez un diamant rose, à droite, vous avez un octaèdre de diamants qui est parfaitement incolore, et à l'intérieur, vous voyez une petite impureté merveilleuse, c'est en fait un petit grenat, c'est-à-dire que le diamant va piéger au moment où il pousse plein d'impuretés. Ces impuretés qui, pour les bijoutiers, sont détestables, ils appellent ça en fait des crapauds. Et ben pour nous, ces impuretés, ce sont des lucarnes ouvertes sur l'intérieur de la Terre. Donc en fait, vous allez me dire, mais finalement, pourquoi le diamant nous permet de faire ce voyage à l'intérieur du manteau? Alors là, c'est une longue histoire, c'est une histoire d'homme avant d'être une histoire, on va dire, de scientifiques, alors que scientifiques sont quand même des humains comme les autres, je l'espère. Donc, vous savez peut-être qu'au moment de Louis XIV, Louis XIV envoyait Tavernier chercher des diamants en Inde, et donc il lui ramenait des beaux diamants bleus, des superbes diamants, et en fait, en Inde, on trouvait les diamants dans les fleuves. Donc, on associait le diamant à l'eau. Et puis, il est survenu un événement tout à fait particulier. Donc, au 19e siècle, en 1870, dans le désert, en Afrique du Sud, on a trouvé les premiers diamants bruts, donc au milieu du désert, donc il n'y avait pas un poil d'eau. Donc sur l'image du haut, vous voyez des gens qui sont en train de scruter le sable. Alors ils ne sont pas orientés vers la Mecque, hein, ils ne font pas la prière, ils sont en train de chercher des diamants. Et donc, ils en ont trouvé un, deux, puis trois. Et donc, ils se sont dit, ben, chacun a voulu sa concession. Donc, c'est des petites concessions de 1 mètre carré. Ils ont procédé comme ils procédaient quand on trouvait des diamants dans des rivières. Donc, on a des petites concessions d'1 mètre carré, des tamis, on tamise la terre, et puis on trouve des diamants. Mais dans un fleuve, si vous voulez, en fait, c'est une extension spatiale des diamants. C'est pas du tout une extension en profondeur. Et là, c'était l'inverse. Donc, plus ils tamisaient, plus ils creusaient sur leur petite parcelle d'1 mètre carré, et plus ils trouvaient des diamants. Donc à gauche, là, vous avez en bas à gauche une image complètement spectaculaire de tous ces hommes qui sont descendus chacun sur sa parcelle. Et c'est une image un peu à la Salgado, hein, et ils ont creusé, sans se rendre compte, la cheminée d'un volcan éteint. Donc à terme, ils ont évidé la cheminée de ce volcan éteint. Et c'est là qu'on a compris que le diamant, il ne poussait pas dans l'eau, mais c'était un minéral des grandes profondeurs de la Terre et qui était remonté en surface par un volcanisme tout à fait particulier qu'on appelle le volcanisme kimberlitique. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Là, au centre de ce que c'est qu'une kimberlite, on dirait un peu un verre de champagne, ce sont les volcans les plus profonds qui existent à la surface de la Terre. Ils ont des racines qui vont jusqu'à 150 km de profondeur. Et c'est des volcans extrêmement explosifs. Donc, quand ces volcans rentrent en éruption,
ils vont arracher sur le lieu de leur naissance, c'est-à-dire à 150 km de profondeur, des copeaux de roches solides formant leur environnement. Et à 150 km, c'est le manteau terrestre. Et donc, ces copeaux, ça va donner ces espèces d'énormes galets verts que vous voyez complètement à gauche de l'image. Donc, c'est des galets qui peuvent être décamétriques, des gros, gros galets de manteaux solides. Donc, vous voyez en première analyse qui sont verts. On va aller un peu dans le détail de ces galets qu'on va réduire à l'état de la mince, comme je l'avais fait pour la croûte. Et ces galets, en plus, ne remontent pas tout seuls. Ils ont des compagnons de voyage qui sont les diamants. Donc, le volcan, sur le lieu de sa source, à 150 km de profondeur, échantillonne son environnement, qui sont des galets de manteaux verts et qui sont en fait chargés de diamants. Donc, est complètement à droite de l'image, vous voyez les volcans évidés, hein, donc évidés par la main de l'homme. Maintenant, ce sont des mines de diamants à ciel ouvert. C'est assez marrant parce que l'image en haut, en haut à droite ressemble quand même terriblement à l'évocation de l'enfer par Botticelli que je vous ai montré auparavant. Alors, ces galets, quand on les coupe, ça fait des merveilleux vitraux qui sont à dominante verte. Et le vitrail de gauche, c'est l'essentiel du tissu minéral, des chairs minérales du manteau terrestre. C'est fait de ce qu'on appelle un minéral vert-olive. Ce minéral vert-olive, c'est le péridot, hein, c'est l'olivine pour nous, c'est le péridot des joailliers. Et ça donne une roche qu'on appelle la péridotite. Donc il faut imaginer que le manteau terrestre, c'est 80% presque du volume de la Terre, en tout cas dans sa partie supérieure, est formé de péridotite. Il est formé aussi d'un autre vitrail que vous voyez à droite, un vitrail vert et rouge qui est très très joli. Vous voyez beaucoup de grenats et un vert qui n'est pas de même nature que le vert olivine ou vert péridot, qui est un vert qui est plus bouteille, plus prairie. En fait, c'est le vert du pyroxène. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que en auscultant les diamants qui remontaient avec ces gros galets, en auscultant les petits minéraux qu'il y avait à l'intérieur, eh ben, on a trouvé tous les minéraux qu'on trouve dans la péridotite, c'est-à-dire l'olivine, dans l'éclogite, c'est-à-dire le grenat, le pyroxène et tout. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les diamants poussent dans ces roches, mais ils poussent tellement vite qu'en fait, ils vont piéger tous les minéraux de ces roches. Par contre, les roches poussant plus lentement ne vont rien piéger. Donc, si vous voulez, le diamant a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il va piéger les minéraux des profondeurs. Et le volcan ne va être que l'ascenseur, et c'est un volcan explosif, donc il va remonter tout ça vers la surface et qui va remonter le diamant, ces petites inclusions que les scientifiques vont pouvoir ausculter et ainsi toucher du doigt les chairs minérales du manteau. Alors donc ça, c'était jusqu'à, on va dire, 150, 200 km de profondeur, mais le manteau, il va jusqu'à 2900 km de profondeur. Et on n'a pas de volcan qui aille aussi profondément que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est un peu comme des alchimistes. On va prendre ces poudres de roche que vous avez vues, vertes et rouges, et on va les soumettre en laboratoire dans des mini-enclumes à des pressions absolument faramineuses, des températures faramineuses qui existent à l'intérieur de la Terre. Et on va créer toute une minéralogie qu'a priori on ne connaissait pas sur Terre. Donc ce faisant, on a créé la minéralogie en laboratoire telle qu'on pouvait l'attendre du manteau profond de la Terre. On aurait pu se dire, c'est une vie de l'esprit, vous n'avez aucune preuve que le manteau profond de la Terre est fait de ces minéraux. Mais c'était se tromper parce qu'en auscultant à la lumière de cette connaissance, de cette nouvelle minéralogie, l'intérieur de certains diamants, eh ben on a retrouvé à l'état naturel ces minéraux qu'on avait formés en laboratoire, ces minéraux qui poussent à 1000 km, 2000 km de profondeur. Donc c'est complètement fou pour nous. On a créé ça en laboratoire et on a retrouvé ça dans les diamants. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que les diamants, ils viennent de bien au-delà de 150 km de profondeur, ils viennent de 1000, voire 2000 km de profondeur. Et il y a des espèces de mouvements lents de la matière qui vont les amener à 150 km de profondeur, où ils vont être stockés dans une espèce de hangar en attendant qu'un volcanisme explosif tel que la kimberlite les ramène en surface. Alors maintenant, qu'en est-il? On avance ce voyage à l'intérieur de la Terre. Qu'en est-il du noyau? Je vous ai dit, le noyau, c'est métallique. Et alors là, on n'a pas d'inclusion de métaux dans les diamants. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une idée du noyau de la Terre? Eh bien, on raisonne par analogie par rapport à des petites planètes éclatées dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui sont notre réservoir principal en météorites. Quand vous avez une météorite qui vous tombe sur la tête, c'est cette ceinture rocheuse entre Mars et Jupiter d'une planète qui n'a pas pu se créer. Donc, vous avez tous ces rochers qui se promènent, cette mer de rochers qui s'entrechoquent, et ça donne des pluies de météorites. Et notamment dans ces pluies de météorites, eh ben, on trouve des météorites de fer, et qui sont en fait des cœurs de petites planètes éclatées. Et donc, vous avez en haut une très belle image d'une météorite qu'on appelle la pallasite, où vous voyez du métal, vous voyez ces gris métalliques qui sertillent des cristaux très anguleux d'olivine. Donc là, on serait à la limite entre le manteau qui est fait de minéraux, qui est solide, et du noyau externe métallique liquide. Donc c'est l'image exacte de ce que c'est que le noyau manteau, probablement à 2900 km de profondeur. Et maintenant, au-delà, au centre, dans la graine, eh ben, on va voir un noyau de fer-métal. Et là, vous avez une météorite de fer qui illustre très, très bien ce que pourrait être et ce que doit être l'intérieur de la Terre. Donc maintenant, on a fini ce voyage, donc qui est quand même improbable, avec différents artifices. On est capable de toucher du doigt, de façon plus ou moins directe, les entrailles, les chairs minérales de la Terre profonde, qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. On n'avait qu'une vision indirecte par l'échographie de la Terre, donc une vision anatomique. Maintenant, on a une vision des chairs minérales à travers ces rochers qui sont ramenés des profondeurs via la tectonique, à travers ces enclaves qui sont remontées dans les volcans profonds, notamment les diamants, et à travers l'étude de certaines météorites. Donc maintenant, vous savez tout, je l'espère, sur la pétrologie et la minéralogie au premier ordre, des dessous de cachets de la Terre, son anatomie, mais finalement, on ne connaît pas grand-chose de l'origine de la Terre, de sa plus tendre enfance, de ses 500 premiers millions d'années. Et en fait, c'est une des raisons essentielles pour les scientifiques d'aller sur Mars. Alors, il faut raisonner très simplement si vous prenez l'histoire de la Terre comme toutes les planètes en vous disant les planètes sont nées il y a 4,5 milliards d'années. On va faire un livre de 100 pages sur ces 4,5 milliards d'années. Le problème de la Terre, c'est qu'il nous manque les 10 premières pages, puisque ça a été effacé par la tectonique des plaques en surface qui restructure tout. Par contre, Mars, et ça c'est ça qui est intéressant, Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques, donc Mars, ça va être un livre ouvert sur tous ces 500 premiers millions d'années, donc sur le passé perdu de la Terre. Et alors pourquoi ça nous intéresse tant que ça? Alors là, vous avez une petite frise en bas où vous voyez le déroulé du temps depuis 4,5 milliards d'années à gauche jusqu'à l'époque présente. Donc, formation au début de toutes les planètes du système solaire. Donc, Mars, comme la Terre, est dans la zone habitable. Donc, il y avait de l'eau liquide sur Mars, puisqu'elle était à une distance telle du Soleil que l'eau liquide pouvait exister. Et puis après, catastrophe climatique, l'eau disparaît sur Mars autour de 3 milliards d'années et devient le frigidaire que vous connaissez. Maintenant, ça n'a pas été le cas de la Terre. La Terre, on a une histoire de la vie qui a épousé l'histoire de l'eau sur Terre, et après le développement des bactéries, des êtres unicellulaires, des algues bleues, tout ça est sorti des eaux, a conquis les espaces terrestres,
le développement de tout ce qui a été fabuleux, hein, de tout ce qui est le végétal, a permis de créer finalement l'oxygène, donc d'oxygéner, et c'était le grand événement d'oxygénation, d'oxygéner l'atmosphère terrestre qui était très riche en CO2, d'ailleurs comme est l'atmosphère de Mars qui, elle, n'a pas d'oxygène puisqu'il n'y a pas de végétaux pour en produire. Donc bref, ça a donné tout le développement que vous connaissez jusqu'aux animaux et jusqu'à l'animal humain qui est comme un sacré, un drôle d'animal qui est vraiment pas plus haut que les autres dans la chaîne, mais qui est quand même, on va dire, ouais, quand même beaucoup plus con que les autres, disons-le clairement. Donc nous, on est arrivé du haut de notre prétention. Si on prenait un calendrier où on disait le 1er janvier, c'est la naissance de la Terre, ben nous, on est arrivé le 31 décembre et plutôt aux alentours de minuit, donc on n'est rien. On est arrivé il y a très peu de temps et on peut disparaître sans problème. Ça ne sera pas un problème pour la Terre, mais elle s'en remettra. Mais voilà, bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, les scientifiques, pourquoi ils s'intéressent à Mars? Parce que Mars, justement, ce sont ces archives perdues. Et la Terre, ce qui nous intéresse, c'est comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Or, comme je vous le disais, les témoins de roches qui ont plus de 3 milliards d'années, ben, sur Terre, on n'en a pratiquement plus, alors qu'ils ont été bouffés par la tectonique, alors que sur Mars, on en a énormément. Et donc, en fait, on a toutes les raisons de penser par les études qu'on fait que la vie est apparue sur Terre il y a plus de 3,8 milliards d'années, mais on n'a pas les roches témoignant de cette apparition. Et comme disait Caroline avant, il y a aussi un autre débat, c'est qu'on connaît les briques de base du vivant, mais personne est capable de dire ce que c'est que la vie. Et notamment, il y a un truc qui, moi, me passionne, c'est quelle est la transition entre la matière inerte et la matière vivante. Et tout le problème des transitions, c'est qu'on ne sait pas où ça commence, quoi. C'est une problématique complexe. Il y a François Julien, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un truc très beau sur les transitions silencieuses. Donc, en fait, on a beaucoup de chercheurs qui font en ce moment ce qu'on appelle de l'exobiologie. Ils cherchent la vie à l'extérieur de la Terre, dans le système solaire, dans les exoplanètes, mais finalement sans savoir vraiment ce qu'ils cherchent, puisque finalement, on ne sait pas définir ce que c'est que la vie. Donc tout ça, ce sont des débats, bon, on pourrait en parler pendant des heures. Toujours est-il qu'on va sur Mars, parce que si on n'a plus de terrain sur Terre qui sont synchrones de l'apparition du vivant il y a plus de 3,8 milliards d'années, on a ces terrains sur Mars et donc, puisque Mars est très riche en terrains anciens, on va le voir. Et donc, l'objectif des missions martiennes, ça a été d'abord de montrer que Mars avait été habitable. Donc, montrer habitable, ça ne veut pas dire habité, hein, on est bien d'accord, que Mars avait les conditions nécessaires pour accueillir la vie. Et l'étape d'après, c'est de découvrir des traces de ces premières briques du vivant. Mais on en est encore loin. Donc, les missions spatiales, hein, depuis une soixantaine d'années, voire plus, en destination de Mars, ont ces deux objectifs. Bon, d'abord, connaître cette planète qu'on ne connaissait pas, savoir si elle était habitable, donc si de l'eau avait coulé en sa surface, de l'eau liquide, quand est-ce qu'elle avait disparu, qu'est-ce que c'est qu'un dérèglement climatique qui fait qu'une planète peut complètement changer du jour au jour, donc soit devenir un petit caillou glacé comme Mars ou un gigantesque effet de serre comme Vénus qui rend la planète invivable, la planète Vénus. Finalement, petite parenthèse, il faut que vous voyez vraiment que la planète Terre est unique, elle est dans cet équilibre extrêmement fragile et les deux extrêmes, ce que sont Mars et Vénus, ben, on les étudie non pas dans un esprit de conquête, c'est pas du tout moi mon esprit de chercheur, mais dans un esprit de connaissance pour, si vous voulez, mieux comprendre Mars et Vénus, c'est aussi une façon de mieux comprendre la Terre. Et c'est vraiment l'objectif principal, en tout cas de certains scientifiques dont je fais partie. Donc là, vous voyez, j'étais dans l'Observatoire de Paris et c'était au mois d'août, on regardait Mars, ce petit point
orange à 400 millions de kilomètres dans la constellation de la Vierge. Alors là, vous éloignez. Donc là, vous éloignez de la Terre, vous êtes dans votre fusée, donc vous arrivez à la station spatiale orbitale, puis vous finissez par arriver sur la Lune. Bon, la Lune, c'est vraiment la banlieue de la Terre, hein, c'est une semaine de voyage, c'est 3 fois rien. Et là, vous connaissez cette image en haut à gauche d'un lever de terre sur la Lune, on est tout près. Et bien là, vous voyez en bas à gauche un lever de terre sur Mars, vous voyez, oh, c'est très loin. Et effectivement, Mars, c'est 570 millions de kilomètres, c'est 9 mois de voyage, mais c'est un échange en 15 minutes, donc c'est un échange assez rapide entre la Terre et Mars pour pouvoir se parler. Donc depuis les années, on va dire, ouais, depuis plus de 60 ans, on envoie beaucoup d'engins sur Mars. Alors il y a deux types d'engins. On envoie des sondes en orbite autour de la planète Mars, ou alors des robots qui vont atterrir sur la planète Mars et qui vont soit être des atterrisseurs, donc qui vont rester immobiles et faire des analyses autour d'eux, ou ce vont être des astromobiles, donc des robots qui se déplacent. Et moi, je travaille précisément sur un de ces astromobiles qui s'appelle Curiosity et qui a un petit frère qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Perseverance. Alors donc, commençons par ce que nous ont appris les satellites en orbite. Ben, une chose qui est dingue, c'est que ces satellites tournent dans tous les sens. Il n'y a plus d'eau à la surface de Mars. Donc, en fait, on voit toute la surface, hein. Et donc, ils ont photographié cette surface, cartographié cette surface, qui est finalement bien mieux connue que la surface de la Terre, puisque vous savez que la surface de la Terre, hein, il y a 70% d'océans. Certes, on cartographie les fonds des océans, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Donc finalement, cette surface sèche de la planète Mars a été complètement cartographiée. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc, dans ces planisphères, bon, il ne faut pas se tromper avec le code couleur. Quand c'est rouge et les couleurs chaudes, ça veut dire que vous avez des altitudes élevées. Quand vous avez des couleurs froides, c'est que vous avez des basses altitudes. Donc, vous voyez que c'est une planète totalement dichotomique, pas schizophrène, mais vous avez tous les continents, donc toutes les surfaces hautes, les surfaces qui font plus de, par rapport au niveau zéro, qui peuvent aller jusqu'à, en moyenne, 4000 mètres d'altitude. Donc ça, c'est l'hémisphère sud de Mars que vous voyez, ce sont des hauts plateaux très, très cratérisés. Dans ces hauts plateaux, vous voyez des gros boutons. Alors, ces gros boutons, ce sont des volcans. Donc, notamment ici, vous avez le mont Olympe, qui est le plus grand volcan du système solaire. Il fait 20 km de haut, c'est à peu près 3 fois l'Everest. Et en fait, c'est simple à expliquer, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, les plaques ne bougent pas. Imaginez un chalumeau qui vient de l'intérieur d'une planète. Quand sur Terre, les plaques bougent, donc le chalumeau ne bouge pas. Donc, vous allez avoir un chapelet d'îles volcaniques comme le chapelet des îles hawaïennes. Alors que sur Mars, les plaques ne bougent pas puisqu'il n'y a qu'une plaque, hein, il n'y a pas plein de plaques. Et donc, le chalumeau est fixe. Et donc, les laves, au lieu de faire un chapelet de volcan, vont s'empiler à la verticale. Et vous allez avoir ce volcan énorme de 20 km d'épaisseur. Il y a aussi le fait que Mars est une plus petite planète que la Terre. Il y a moins de gravité. Donc, tout est plus petit en termes, mais tout est plus gros. Tous les reliefs sont plus gros. Et vous avez aussi cette grande balafre de Valles Marineris, hein, qui est un truc complètement dingue, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, qui fait plus de 6400 kilomètres de long, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, c'est rien à côté du Grand Canyon du Colorado. Donc, quand on a ausculté toutes ces surfaces, donc, et l'hémisphère nord, j'ai oublié de vous dire, donc lui, en fait, c'est beaucoup plus profond, c'est à moins 3000 en dessous du niveau zéro. Donc là, vous avez les hauts plateaux, et là, vous avez une espèce d'énorme cuvette qui tapisse tout l'hémisphère nord. Et là aussi, il y a une petite cuvette, ça, c'était un gros impact. Et alors, quand on a zoomé sur ces surfaces de l'hémisphère sud, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plein de, vous voyez, toutes ces espèces de méandres et tout, ce sont des rivières fossiles, hein. Donc, ça veut dire que de l'eau a coulé à la surface de Mars. Et même quand on rentre dans des petits cratères, on voit à l'heure actuelle
Il y a un chat qui veut sortir, donc je vais peut-être ouvrir la porte. On voit à l'heure actuelle, vous voyez, un petit œil de glace. Et en fait, ça veut dire que vous avez eu de l'eau dans ce cratère. Et là, ça, maintenant, c'est réduit à l'état de glace. Donc, on peut imaginer, 2 secondes, je vais faire sortir le chat, désolé. Désolée, je vous ai quitté, je reviens. Donc, on peut imaginer qu'il y a plus de 3,7 milliards d'années, hein, Mars, il y avait de l'eau liquide, on en a la trace dans la morphologie. On a aussi beaucoup d'argile, j'ai oublié de vous dire ça, on a beaucoup d'argile dans l'hémisphère sud de Mars. Et l'argile, c'est quoi? Vous prenez une roche volcanique, un basalte, vous la laissez barboter dans une cuvette d'eau pendant des milliers d'années. Ben, qu'est-ce que le basalte? Il se transforme en argile, qui sont des minéraux en feuillet gorgés d'eau. Donc, quand on trouve une argile sur Mars, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau liquide. Donc, on a des arguments morphologiques, des arguments minéralogiques. Et donc, ce qu'on imagine volontiers, c'est que toutes ces rivières fossiles, hein, que vous avez vues là, se déversaient dans l'hémisphère nord pour faire un espèce d'énorme océan. Donc voilà, c'est ce qui se passait il y a plus de 3,7 milliards d'années. Et après, il y a eu une catastrophe climatique. Il y a eu d'abord un arrêt du champ magnétique terrestre, donc perte de cette bouée magnétique qui ceinturait Mars comme elle ceinture la Terre. Et donc, l'atmosphère n'a plus été maintenue, si vous voulez, la mince pellicule atmosphérique est maintenue par cette espèce de bouée qu'il faut que vous imaginiez au-dessus de l'atmosphère. Cette bouée a disparu et donc l'atmosphère a commencé à s'éplucher. Il se trouve en plus que, si vous voulez, Mars est une petite planète, donc elle a moins tendance à retenir collée sur sa surface l'atmosphère. Donc l'atmosphère s'est épluchée, devenue extrêmement ténue. Alors certes, il y a toujours une atmosphère sur Mars, mais la pression atmosphérique est très faible. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus, à l'heure actuelle, d'eau liquide à la surface de Mars. C'est-à-dire que sur Mars, vous avez de l'eau sous forme de glace. Sur Mars, il fait très froid, mais parfois, à l'équateur, la température peut aller au-dessus de zéro. Il peut faire 3, 4, 5, 6 degrés. Et à ce moment-là, sur Terre, quand il fait 6 degrés, bah, la glace se transforme en eau. Ben, sur Mars, la pression atmosphérique est tellement faible que elle peut plus, la glace, quand on chauffe un peu, ne peut plus se transformer en l'eau, elle passe directement à l'état de gaz. Donc, il n'y a plus que deux états de l'eau, glace et gazeux. Il n'y a plus d'eau liquide. Or, l'eau liquide, c'est l'ingrédient absolument nécessaire, mais pas suffisant à l'émergence de la vie sur les planètes, sur la Terre, sur Mars, comme ailleurs dans le système solaire ou extrasolaire. Donc, en fait, les missions spatiales, leur but, ça va être d'aller toujours atterrir dans ces terrains anciens, chercher les zones habitables et aussi, ben, dans ces zones habitables, essayer de chercher des traces de vie, si tant est que la vie soit jamais apparue sur Mars. Donc, voilà, moi j'ai participé à une de ces missions, je participe encore, mais c'est une mission qui est en train de se terminer. C'est la mission du robot Curiosity qui a atterri au fond du cratère de Gale. Alors, ce cratère que vous voyez ici, donc c'est un cratère assez étonnant, donc qui fait 250 km de large. Et au milieu de ce cratère, il y a une espèce de montagne magique qui fait 4000 mètres de haut, et ce sont des feuillets d'argile. Et je vous ai dit, les argiles, ça nous intéresse bigrement parce que c'est des minéraux gorgés d'eau, mais aussi vous avez peut-être fait l'expérience par vous-même. Moi, pour m'enlever les points noirs, je me mets de l'argile sur le visage, et qu'est-ce qui se passe? Les argiles absorbent la graisse, les petits points noirs de mon visage. Donc les argiles contiennent de l'eau, mais absorbent aussi tout ce qui est graisse et molécules organiques. Donc finalement, c'est des minéraux idéaux pour piéger la vie, si tant est qu'il y a eu du monde organique sur la planète Mars. Donc le petit robot Curiosity est donc parti il y a, en 2012 déjà, hein, donc ça fait quand même très longtemps maintenant, pour atterrir dans le cratère de Gale avec ce double objectif, c'est de repenser peut-être l'habitabilité et voir s'il y avait des traces de vie au fond de ce cratère que vous voyez, qui est le cratère de Gale. Alors,
Donc nous, en tant que scientifiques, on était tous assez excités à Pasadena. Donc c'était le blocos américain de commande en Californie de toutes les missions spatiales. Donc c'était au mois d'août, c'était assez fou. Donc on voyait Mars dans la constellation de la Vierge. Et là, on était tous à attendre assez impatient, hein, parce que, bon voilà, c'est quand même, il faut voir les missions spatiales, c'est 10 ans de boulot en amont. Donc, si votre robot se scratche, comme tous les robots européens jusqu'à présent se sont scratchés, il n'y a que les robots finalement américains et chinois qui arrivent à destination. Donc voilà, donc on était tous dans l'expectative en se disant, est-ce qu'on va réussir cet atterrissage? Et je ne sais pas si je vous ai dit, c'est que l'atterrissage, que la connexion avec Mars, c'est 15 minutes. Or, l'atterrissage entre l'arrivée dans la haute atmosphère de Mars et l'arrivée à la surface de Mars, c'est 7 minutes. Donc, 7 minutes, nous, l'échange est en 15 minutes, donc on ne peut pas téléguider ça depuis la Terre. C'est un robot, un logiciel, un ordi qui est à l'intérieur du véhicule de descente qui va piloter la manœuvre. Et nous, on ne saura qu'un quart d'heure après si le robot est arrivé ou pas. Donc, on a attendu un quart d'heure avec un peu le trouillomètre à zéro et on a vu notre première image. Donc, ça, c'était fou. Donc, vous voyez la montagne magique au fond qui est cet empilement d'argile, un cordon dunaire noir, parce que les dunes sur Mars sont absolument merveilleuses, elles sont toutes noires. Et là, vous voyez l'ombre du robot Curiosity qu'on va voir de façon un peu plus proche dans les images qui suivent. Donc là, ça a été l'explosion de joie parce que bon, bah voilà, on avait notre manip qui arrivait à bon port. Et donc voilà, les chercheurs, quand ça explose, c'est pas en ordre, c'est pas très bien rangé. On était un peu à la limite de l'hystérie. Donc, je vais essayer quand même de voir, vous me direz si ça passe. Alors ça a été filmé. Donc, au début, c'est noir, vous inquiétez pas. Ça a été filmé par la caméra qui se trouve sous le robot qui est en train de descendre. Donc, ce que vous voyez là, le cercle, le bouclier, c'est le bouclier thermique qui fermait la capsule, qui a été jeté. Donc là, du coup, il y a le robot avec sa caméra en dessous qui filme le terrain sur lequel il va atterrir. Et ce qui va se passer là, vous voyez que ça tangue, ça bouge, parce que bon, il y a tout un système de rétrofreinage avec des fusées et tout. Et la fin, le robot va être suspendu au bout de 4 filins, hein, donc au-dessus de la surface d'atterrissage, donc d'où cette espèce de mouvement de balancier que vous voyez. Mais moi, ça me fait pas mal la chair de poule, parce que là, ce que vous voyez, c'est du réel, hein. C'est pas une vue d'artiste, c'est pas, c'est vraiment la zone où on a atterri avec une zone très cratérisée à droite et ce cordon dunaire que vous allez voir ultérieurement parce qu'on l'a traversé au bout de nombreuses années avec le robot et c'est assez fantastique. Mais bon, moi, ce montage, je le trouve assez saisissant parce que là, on est dans le réel de ce que c'est que la surface d'une planète sur lequel on n'est pas prêt d'atterrir, nous, en tant qu'humains. Et en tout cas, je ne nous le souhaite pas. Donc là, vous allez voir des rétrofusées qui vont s'allumer. Euh, tac, tac, tac. Vous allez voir la fumée des rétrofusées. Je vous ferai un petit. Là, on va arriver. On va arriver. On est proche. On est proche. On est proche. Voilà, vous voyez la fumée des rétrofusées, et là, le robot va toucher le sol, qui est une espèce de règle complètement caillouteux. Les filins au bout duquel, l'espèce de grue volante au bout duquel le robot était accroché, donc les filins vont se détacher au moment où le robot va toucher le sol. Et le robot, bah, il va se déplier, bah, il va se mettre à l'aise parce qu'il était tout recroquevillé dans sa capsule. Donc là, là, vous voyez, il est en train de déployer son mât parce que le mât était plié. Et l'image que vous voyez toute jaune, cette espèce d'œil de cyclope, bah, c'est l'instrument sur lequel nous travaillons. Et cet instrument, c'est le laser chimique.
ChemCam, alors que vous voyez là, donc vous voyez là un selfie de notre robot. Donc, vous voyez, c'est une grosse bête qui fait à peu près le poids d'une Clio, voilà, 950 kilos. Et vous avez un mât, et en haut du mât, il y a le laser chimique sur lequel je travaille qui permet d'analyser les roches à distance sans se rapprocher. Donc, en fait, ça évite des mouvements inutiles au robot. Donc, nous, on est un peu un instrument éclaireur. On analyse les roches à distance. Et puis, si on estime que les roches sont intéressantes, on dit alors à tous les autres instruments du robot et au robot lui-même, ben, on va se déplacer, on va aller échantillonner au contact la roche. Donc là, ce robot, et là, il y a son bras. Donc son bras au bout duquel il y a une caméra. Donc là, il a fait 150 photos et un montage qui permet d'avoir cet autoportrait. Donc le robot, je vous disais, le poids d'une petite voiture, il y a 10 instruments à son bord et 10 instruments énormément miniaturisés. Parce qu'il faut voir le robot comme un oiseau. Un oiseau, quand vous le baguez, pour pas qu'il tombe, vous ne pouvez pas le baguer à plus de 10% de son poids. Ben, ce robot qui a fait tout ce parcours depuis la Terre jusqu'à Mars, eh ben, il a 10 instruments à son bord, mais c'est 10 instruments extrêmement miniaturisés. Par exemple, le laser sur lequel on travaille, il faisait à peu près 7 à 8 kilos, et là, maintenant, il fait 700 grammes. Alors, je vous dis tout ça parce que souvent, on dit bah, le spatial, ça coûte cher, ça sert à rien et tout. Ça sert à miniaturiser des instruments et ça sert à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de retombées terrestres. Par exemple, quand il y a eu Fukushima, c'est quand même pas super d'aller analyser comment dirais-je, les matériaux contact. Donc, il faut les analyser à distance. Et c'est grâce à ce type de laser miniaturisé pour l'espace, comme le laser ChemCam, qui sait résister à des écarts de température énormes et qui est tout petit, donc très, très mobile. On peut se déplacer avec sans problème, qu'on peut analyser des roches à distance ou des matériaux irradiés ou des matériaux. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur les retombées de cette instrumentation. Et là, vous voyez une image que j'aime bien parce que vous voyez le ciel n'est pas bleu sur Mars, il est jaune, voire rose, mais il n'est pas du tout de la teinte dont on a l'habitude. Donc Mars, c'est comme la Terre, il y a des nuits, il y a des jours. Là-haut, vous avez un beau coucher de soleil. Et c'est embêtant pour nous, et c'est une raison pour laquelle j'ai pas pu, au-delà de la grève, qui est un bien en soi, comme l'a dit Caroline, j'ai pas pu venir vous voir parce que bon, on a travaillé, on était en semaine opérationnelle, et donc les Français sur ce robot travaillent une semaine sur deux, et on travaille la nuit parce que le robot est à l'heure californienne. Donc les Californiens, ils commencent à 9 heures du matin. Et nous, on doit travailler en même temps que tout le monde. Donc, nous, on commence à rentrer en opération à 5 heures du soir et on finit à 3 4 heures du matin. Donc, le principe des opérations, c'est qu'il y a un robot qui est une vraie usine à gaz, il y a 10 instruments, il y a 500 chercheurs qui travaillent dessus. Il faut que tout ce monde-là se mette d'accord et se mette d'accord avec les ingénieurs qui vont faire déplacer le robot à la surface. Donc, c'est une organisation quasi militaire. Donc nous, quand on rentre en opération, on a une espèce de curseur, une espèce d'agenda qui va se déplacer, hein. Et donc, on est obligé d'être là à chaque rendez-vous. Donc, on arrive à 5 heures. Moi, je fais partie d'un groupe, hein. Il y a plein de sous-groupes, etc. Moi, je suis le groupe minéralogie, pétrographie. Donc, on reçoit dans notre groupe toutes les images que le robot a acquis pendant sa journée de travail. Là, le robot dort, hein. Nous, on se réveille. Donc, on reçoit tout d'un coup. On doit traiter ces images en un temps record, en un an, en 1 heure et demie. Et après, on va dire, bon, ok, le robot a vu ça hier, ça c'est intéressant, ça l'est pas, bah, qu'est-ce qu'on va programmer pour son travail de demain? Donc, le travail des opérations, c'est analyser ce qu'on appelle le downlink, c'est ce que le robot nous a envoyé, réfléchir à ces données pour lui donner des consignes, c'est le uplink, pour lui dire ce qu'il va faire le lendemain. Donc, tout ça, ça se tricote à travers des réunions avec des rencarts précis, chacun a sa fonction, chacun a son job. Et voilà, c'est militaire, on a été préparé pendant de longs mois avant l'atterrissage et on travaille
à distance. Donc là, vous nous voyez, c'était la journée de la femme, donc ils ont voulu faire un truc à l'américaine. Parce que ouais, on peut se demander si la journée de la femme, c'est le 8 mars, c'est pas tout, ce serait pas bien que ça soit tous les jours. Donc là, on a fait plaisir aux Américains, on a montré que le 8 mars, on était toutes capables de se débrouiller seules aux manettes. Et donc voilà, et ça, on est au centre opérationnel du CNES à Toulouse. Et bien sûr, ben, on peut faire ça de chez soi. Donc là, par rapport au confinement Covid, ça ne nous a pas empêché de travailler. Donc on a continué à travailler à distance en travaillant ben, de chez nous. Et en fait, c'est assez fatigant quand même parce qu'après, on a nos vies de chercheurs à mener le lendemain dans la journée sur d'autres thématiques. Donc là, bah voilà, bah là, le robot a eu tout ce qu'il fallait et bah, par exemple, bah, on a programmé un tir laser sur cette roche sédimentaire. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu comment on fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé quand Curiosity est arrivé au fond de cratère? Bah d'abord, on a vu des roches qu'on appelle des conglomérats. Vous voyez ici, alors c'est des roches, on dirait un ciment avec plein de galets à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire pour le géologue, un conglomérat? Ben, un conglomérat, c'est un lit de rivière fossile. Alors en fait, vous êtes tous allés vous baigner dans des torrents. Qu'est-ce qu'il y a dans des torrents? Il y a des galets tout arrondis et puis il y a des petites parties argileuses qui vous chatouillent les mollets. Bon, maintenant, imaginez que ce torrent, eh ben, il s'évapore parce qu'il reste là pendant des milliers et des milliers d'années. Il y a des changements climatiques, il perd son eau. Eh ben, l'argile va faire un ciment, va cimenter ses galets. Ça fait ce qu'on appelle un conglomérat. Donc, très ancien. Et sur Mars, donc quand on voit un conglomérat, on a la preuve géologique d'un lit de rivière fossile. Bon, après, on a commencé à déambuler. Là, je vais vous donner quelques images, hein. C'est vraiment un florilège. Là, vous voyez, on passe entre deux petites dunes et vous pouvez percevoir à la nature des traces que le sol martien est très, très pulvérulent. C'est une taille de grain très, très petit. Les sables de nos plages à côté, c'est vraiment grossier. Donc, c'est très, très poudreux. Et on imagine le son étouffé de nos pas si on devait se promener à pied à la surface de Mars. Bon, et là, alors là, c'est un autre paysage. On est arrivé, là, vous voyez, une espèce de dépression. Et cette dépression, elle est ceinturée par des petits niveaux de grès très, très durs. Et dans la dépression, vous allez voir des espèces de polygones, hein, de figures géométriques. Et ces figures géométriques, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des argiles, hein, qui se sont desséchées. Donc, ça fait ces espèces de fentes de tension. Et donc, on s'est dit, génial, on a un fond de lac. Donc, un fond de lac fossile. Il reste le tapis argileux qui s'est solidifié, et ben, on va forer à l'intérieur de ces argiles, puisque je vous ai dit que les argiles, c'est des pièges à eau et à matière organique. Donc, si on veut trouver des traces de vie, bah, c'est là-dedans qu'on fore. Et là, vous voyez, en forant, l'argile devient plus verte en dessous parce qu'elle est moins oxydée, elle est plus réduite. Et dans certains de ces forages, on a trouvé des molécules organiques, je vais vous dire un nom d'oiseau qui s'appelle hexachlorobenzène. Alors, vous voyez benzène, c'est de l'organique. Chloro, c'est pas terrible. Chloro, c'est du chlore. Le problème, c'est que la surface de Mars, c'est bourré de perchlorate. Alors, perchlorate, c'est un oxydant puissant. Pour vous donner une idée de ce que c'est, vous prenez de l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est plein de perchlorate, donc c'est un oxydant et qui détruit la matière organique. Et AZF, bah, c'était des perchlorates aussi et c'est très explosif. Donc, pour vous dire, donc là, bah, on a trouvé en fait des molécules organiques qui avaient réagi avec le chlore qui était en surface et qui a été entraîné au moment du forage. Donc, on n'a pas trouvé une molécule organique intacte, hein. On a ce résidu de matière organique qui est en fait une réaction chimique entre les perchlorates de surface et l'argile en profondeur. Mais bon, c'est un premier résultat engageant. Et là, bon, ben là, on va se promener dans un autre paysage. On arrive sur ces dunes noires que vous avez vues de l'espace au moment de l'atterrissage. Et moi, ces dunes, c'est des drapés que je trouve absolument merveilleux, quoi. Là, c'est vraiment de l'art.
Voilà, c'est pour vous montrer une belle image martienne. Je vous montre ces tissus. C'est pas la vie dans les plis, mais c'est dans la vie dans les plis de Mars. C'est vraiment magnifique. Et puis on a fini, mais c'est dingue quand même, au bout de près de 8 ans, parce on avance très très lentement. On a fait 20 kilomètres en une dizaine d'années, et là on est arrivé au pied du mont Sharp, qu'on est en train d'escalader. Donc le mont Sharp, c'est cette montagne magique qui était notre destination ultime. Donc c'est un empilement d'argile que vous voyez là et de sulfate. Et là, on continue nos forages. Et on continue à monter jusqu'à ce que le robot souffle. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé les traces de vie qu'on cherchait. La question philosophique est de savoir, mais ça c'est encore un autre débat, si, comme les Américains le disent, et Nathalie Cabrol, qu'on voit sur toutes les chaînes, il y a de la vie à l'extérieur de la Terre, à l'extérieur du système solaire, dans les exoplanètes. Ça, c'est une grande question. Elle a peut-être tort. Et en fait, ça, c'est un paradigme que moi, je trouve passionnant, évidemment, puisqu'on se dit, vous avez le Soleil, c'est une étoile parmi des milliards de soleils. La Terre, donc, c'est une planète qui héberge la vie. Donc, on peut imaginer que dans les milliards de soleils de notre galaxie, il y ait une planète comme la Terre qui ait les mêmes conditions pour avoir abrité l'émergence du vivant. Or, tout ce que les exoplanètes sont en train de nous montrer, c'est que on pensait que le système solaire, on l'avait compris, que tous les autres systèmes planétaires qu'on allait trouver, donc ces exoplanètes autour de leur soleil à l'extérieur du système solaire, allaient être comme le nôtre, et tous ces systèmes sont différents. Donc en fait, au départ, on pensait que l'homme était au centre que la Terre était au centre, puis après, on a pensé que le Soleil était au centre. Après, on a vu que le Soleil était dans sa galaxie. Et de proche en proche, voilà. Et on pense, toujours pareil, on pense à partir de nous-mêmes et on plaque ça sur l'extérieur. Et donc, on est en droit de se demander, quand on voit la succession d'événements, et là, je pourrais vous en parler pendant des heures, qui fait que la vie est apparue sur Terre, c'est complètement improbable. Il a fallu que Jupiter fasse un mouvement vers l'intérieur, prêt à toucher le soleil, puis fasse un virage de bord qui stabilise la Terre là où elle est, puis après, la Terre, c'est complètement fou, a été bombardée par un objet de la taille de Mars qui a créé la Lune, et la Lune est grosse, donc elle stabilise notre planète, elle permet une stabilité climatique, bref, bref, bref. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que l'eau, il faut que l'eau soit liquide, qu'elle soit stable, il faut qu'il y ait une atmosphère qui soit propice, enfin bref, 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 toute une séquence d'événements et on n'est pas prêt d'avoir la réponse. Et donc il y a un grand chercheur qui s'appelle Jean-Pierre Bibring qui bouscule un peu tout ça et qui dit « Et si nous étions seuls dans l'univers ?» Donc je laisse ça à votre réflexion. En attendant d'aller sur Mars, et moi je n'irai pas sur Mars et je considère que c'est une absurdité que de massacrer la Terre pour après que quelques milliardaires aillent sur Mars. C'est ce que j'ai toujours dit, bah, qu'ils y aillent parce que ils ne reviendront pas, parce que Mars, donc, il faut y aller, 9 mois de voyage. Vous êtes enfermé dans un habitacle avec 4 personnes pendant 9 mois. Vous arrivez vous êtes irradié parce qu'en 9 mois, vous avez les rayonnements solaires qui passent à travers les parois. Vous arrivez sur Mars, il y a très peu de gravité, vous êtes complètement ramolli parce que vous avez perdu vos muscles et tout. Il n'y a pas d'oxygène, il y a des bombardements cosmiques létaux parce qu'il n'y a pas de champ magnétique. Bref, c'est plus qu'inhospitalier. Et après, il faut attendre 2 ans avant de revenir, donc survivre 2 ans. Donc moi, mon objectif, c'est de comprendre par ces moyens téléportés. Et j'ai aussi un autre moyen de comprendre Mars, parce que je suis pétrologue, je suis enracinée à la texture des objets. Et donc, moi, mes objets de prédilection, c'est aussi les météorites. Et là, vous voyez, dans le désert d'Atacama, au milieu, là, ici, une météorite qui est une météorite martienne. Je me suis faufilée à l'intérieur de cette météorite. Donc, je l'ai coupée. Bon, j'en ai coupé un petit sucre. Et là, c'est le voyage à l'intérieur d'une roche martienne. Et vous voyez ce merveilleux vitrail qui est une roche volcanique.
Mais on trouve aussi de fabuleux personnages. Là, vous voyez ce petit personnage qui est une espèce de clin d'œil pour moi à ce personnage que vous connaissez peut-être bien, qui est dans une des pierres paysages de la collection de Roger Caillois. Ben, je vous remercie pour votre attention en espérant ne pas avoir parlé trop longtemps. Voilà, voilà. J'en ai fini. Allô? Oui, merci Violaine. C'était très passionnant. On va faire une petite pause et on va revenir pour l'intervention d'Emma. D'accord. Petite la pause parce qu'on n'a pas d'avance, parce qu'on n'a pas commencé en avance. Donc voilà. Et après, vous pouvez rester avec nous encore pour écouter Emma, hein, Violaine. Ça va pour vous? Oui, oui, tout à fait. Bon, bah super. Alors, à tout de suite.